Le domaine Harrington était un quartier dans un autre, avec ses hauts piliers de marbre, ses couloirs interminables et ses lustres qui brillaient comme des étoiles filantes. Pour les riches qui le visitaient, c'était le paradis. Pour les domestiques qui le servaient, c'était une prison dorée. Parmi la marée d'uniformes se mouvant comme des ombres, Amara se démarquait, non par sa tenue, mais par son maintien, la tête baissée, les épaules fermes, et ses yeux qui brillaient d'un feu silencieux qu'aucune difficulté ne pouvait éteindre. Plus vite, ma fille, rejoint la gouvernante, Madame Primrose, qui brandissait un presse-papier comme une épée. Ces plateaux d'argent doivent briller suffisamment pour que tu puisses voir ton visage. Oui, madame, répondit Amara d'une voix douce comme une plume. Elle frotta les plateaux jusqu'à en avoir mal aux doigts, regardant les riches invités franchir les immenses portes d'entrée. Des dames en robes chatoyantes, des hommes en costumes élégants, riant, lançant les clés aux valets, sans même jeter un coup d'œil à la profonde révérence de la servante. Amara ajusta sa casquette et se précipita vers la salle de banquet, en prenant soin de ne pas trébucher. Elle connaissait les règles, être invisible. Sois parfaite. Sois silencieuse. En passant devant le grand miroir près de l'entrée, elle s'aperçut d'elle-même, une simple robe marron, des chaussures usées et la peau rugueuse après un travail incessant. Dans sa poche, bien caché sous son tablier, se trouvait son plus grand trésor, un petit carnet usé rempli de modèles de robes dessinées à la main. La nuit, lorsque le manoir dormait et que seules les étoiles veillaient, elle s'allongeait sur son mince matelas, traçant ses rêves avec un crayon cassé. Un jour, elle se promit d'ouvrir sa propre boutique. Les rêves d'Amara. Elle sourit à cette pensée, d'un sourire doux et secret. Regarde ça, lança une autre servante tandis qu'Amara la heurtait accidentellement. Désolé, murmura Amara en s'écartant. La musique de l'orchestre commença à résonner et les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent. Amara s'aligna avec les autres, portant des plateaux de flûte de champagne sur ses bras. Souris, siffla Madame Primrose en inspectant les servantes. Nous sommes peut-être mortes pour elle, mais nous servons comme de l'or. Amara hocha la tête en soulevant son plateau. À l'intérieur, les rires des riches résonnaient comme le tonnerre. Le tintement des verres, le bruissement des parfums coûteux, les plaisanteries insouciantes sur les domestiques, comme si les domestiques et les majordomes n'étaient que des meubles. Tu as entendu, gloussa une femme en robe verte scintillante au passage d'Amara, ils embauchent des villageois maintenant. Autant cueillir des filles directement à la ferme. Ses amis rirent cruellement. Les joues d'Amara s'empourprèrent, mais elle garda un visage impassible, les yeux baissés. Elle se déplaçait discrètement, offrant des verres aux invités qui la regardaient à peine. Invisible. Toujours invisible. Plus tard dans la soirée, alors que le banquet prenait fin et que les domestiques débarrassaient les dernières assiettes dorées, Amara s'accorda quelques précieuses minutes. Elle se glissa dans un petit salon inoccupé, s'assit sur un pouf en velours et sortit son carnet. La lumière de la lampe vacillait chaleureusement tandis qu'elle feuilletait les pages, les robes fluides, les tailleurs élégants, les petits détails qu'elle avait imaginés entre deux séances de ménage et les regards furtifs sur les robes des invités. Une création en particulier, une robe bleu profond ornée de vignes argentées brodées, lui faisait mal au cœur. Un jour, murmura-t-elle. Un jour quoi, fit une voix. Amara sursauta, manquant de laisser tomber son carnet. C'était Elisa, une autre domestique, une femme rondelette et bienveillante, de quelques années son aînée. Amara sourit d'un air penaud. Rien. Juste des rêves. Elisa regarda le carnet, puis haleta doucement. Tu les as dessinés? Amara hocha timidement la tête. Ils sont magnifiques, Amara. Murmura Elisa d'un ton féroce, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'aucun superviseur n'était là. Tu as un don. Amara rougit de plaisir. Merci. Elisa se pencha plus près. Accroche-toi à tes rêves, petite sœur, dit-elle à voix basse. Dans cette maison, on oublie facilement qu'on était destiné à plus. Leur conversation fut interrompue par la voix rauque de Madame Primrose appelant les cuisiniers. Amara rangea rapidement le carnet dans son tablier et se précipita vers Elisa, le cœur battant. Tandis qu'elle marchait toute la nuit à frotter l'argenterie, plier le linge, aller chercher les plateaux de thé, elle répétait les paroles d'Elisa comme une prière. Accroche-toi à tes rêves, petite sœur. Dehors, la lune baignait le manoir d'une lumière argentée. À l'intérieur, Amara lustrait et balayait, au service d'un monde qui connaissait à peine son nom. Mais dans son cœur, une petite flamme brûlait doucement, une petite flamme têtue et brillante qui murmurait.
Un jour, ils me connaîtront. Pas comme une servante. Mais c'était plus que ça. Les jours à Errington Estate s'écoulaient comme de lourds nuages, silencieux, lents, toujours chargés de tempêtes invisibles. Amara travaillait plus dur que jamais, son esprit s'accrochant aux minces lueurs d'espoir cachées dans son carnet. Pourtant, quelle que soit la rapidité avec laquelle elle frottait ou la prudence avec laquelle elle se déplaçait, elle le sentait, ce regard. Tout commença un matin, alors qu'elle astiquait les poignets en laiton du grand escalier. Monsieur Collins, le directeur des opérations du manoir, s'appuyait nonchalamment contre la rampe, l'observant avec un étrange sourire narquois. « Bon travail » dit-il d'une voix traînante, d'une voix trop douce, trop lente. Amara garda la tête basse, murmurant « Merci, monsieur ». Mais alors qu'elle passait devant lui pour aller chercher son seau, il laissa sa main effleurer son épaule, un contact qui lui fit frissonner de dégoût. Au début, elle pensait l'avoir imaginé. Peut-être était-ce un accident. Mais le deuxième jour, il n'y avait plus aucun doute. Monsieur Collins était toujours là, se tenant trop près d'elle lorsqu'elle composait les fleurs, la frôlant de trop près dans les cuisines, trouvant des prétextes pour l'appeler pour des tâches spéciales. « Tu es une brave femme », murmura-t-il un jour tandis qu'elle remplissait les pichets de limonade. Pas comme les autres. Des mains rapides, des mains agréables. Amara faillit laisser tomber le pichet, son cœur battant à tout rompre. Elle marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna précipitamment, les paumes moites. Ce soir-là, au dîner, les servantes se réunirent dans l'étroite salle des domestiques, engloutissant des bols de ragoût liquide. Amara était assise en silence au coin du banc, picorant son pain. Elle n'était pas la seule à ressentir le poids de l'air, elle le voyait dans les yeux baissés de l'autre, dans la nervosité avec laquelle elle chuchotait. « Il cherche un nouveau favori », murmura quelqu'un derrière une main en coupe. Amara fit semblant de ne pas entendre. Une autre voix, plus aiguë, l'avait vue le mois dernier avec Elsie. Il lui a promis une charge de travail plus légère, si elle était gentille avec lui. Un rire. Un rire amer. Et quand il eut fini, il la congédia, la jugeant trop familière. L'estomac d'Amara se noua. Elle se souvint d'Elsie, une jeune fille aux yeux brillants qui avait disparu du manoir pendant la nuit. Maintenant, je comprends pourquoi, pensa Amara, la gorge serrée. Plus tard, tandis qu'elle essuyait les couloirs silencieux, elle sentit quelqu'un approcher. Se retournant légèrement, elle aperçut Elisa, la gentille femme de chambre âgée à qui elle avait parlé quelques jours plus tôt. Elisa jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'aucun surveillant ne l'observait, puis murmura d'un ton pressant, « Petite sœur, écoute attentivement. » Sa voix était basse, rauque à force d'expérience. Monsieur Collins a l'œil pour les nouveaux. Tu es nouveau. Tu es jolie. Ça fait de toi une cible. Amara se figea, les mains crispées sur le manche de la serpillière. Mais pourquoi personne ne l'arrête? Murmura-t-elle en retour, la colère la hérissant. Le sourire d'Elisa était triste. Car ceux qui se plaignent disparaissent. Elle désigna subtilement du menton le portail d'entrée. Licencié. Mis sur liste noire. Honteux. Amara déglutit difficilement. Que dois-je faire? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Elisa lui serra doucement le bras. Restez invisible. Restez silencieux. Jusqu'à ce que vous trouviez un autre emploi. Comprends. Amara hocha lentement la tête, sentant les lourdes chaînes de la réalité se resserrer autour d'elle. Reste silencieuse. Restez invisible. C'était la règle de survie dans cette maison, une règle qu'elle avait respectée jusqu'alors. Mais tandis qu'elle essorait la serpillière et regardait l'eau sale couler dans le drain, une autre voix murmura au fond d'elle. Mais pour combien de temps? Cette nuit-là, alors qu'Amara était recroquevillée dans sa minuscule chambre mansardée, elle fixait le plafond fissuré, le sommeil n'étant plus qu'un lointain souvenir. Le clair de lune éclairait son petit carnet, dépassant de la poche de son tablier. Elle voulait croire au rêve. Elle voulait croire que travailler dur suffirait. Mais ici, dans ce manoir, la vertu était une faiblesse, et le silence le prix de la survie. Ses doigts effleurèrent le bord du carnet comme s'ils touchaient son ancienne vie, son ancien espoir. « Tiens bon, Amara » se dit-elle avec acharnement. « Tiens bon. Demain viendrait. » Et elle endurerait. Comme elle l'avait toujours fait. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Le domaine Harrington resplendissait tel un joyau sous le ciel nocturne, chaque fenêtre embrassée d'une lumière dorée.
À l'intérieur, la fête battait son plein, musique, rire, verres qui trinquaient, plaisanteries insouciantes de gens qui n'avaient jamais connu la faim ni la peur. Pour les domestiques, cela signifiait des heures de travail interminables. Amara se déplaçait discrètement entre les invités, ramassant vers vide des serviettes usagées, le dos douloureux, les pieds enflés. Elle n'osait pas ralentir. Elle n'osait pas se faire remarquer. Mais il le remarqua. De l'autre côté de la salle de bal, M. Collins l'observait, les yeux plissés, un sourire affreux se dessinant sur ses lèvres. Lorsque le dernier invité sortit en titubant dans les limousines qui l'attendaient et que l'orchestre rangea ses instruments, le silence s'installa enfin dans le manoir. Amara portait un plateau de flûte de champagne vide vers la cuisine lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Des pas lourds et mesurés. Elle accéléra le pas, mais une main se tendit et lui saisit le poignet, la faisant pivoter. C'était Collins. « Pas si vite, petite colombe, dit-il d'une voix chargée d'une odeur d'alcool et d'arrogance. Amara retira son bras, le cœur battant. « S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi partir. J'ai du travail à finir. » Il émit un petit rire désagréable. « Tu as travaillé dur, n'est-ce pas? Il est peut-être temps que quelqu'un te récompense. » Il se pencha, la main tendue vers son visage. Amara recula instinctivement, se pressant contre le mur de marbre froid. « Ne sois pas timide maintenant, murmura-t-il. Je peux rendre la vie très facile à une jolie créature comme toi. De nouveaux vêtements. De meilleurs quartiers. Plus besoin de frotter les sols. » Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de peur, mais de fureur. Comment ose-t-il? Comment ose-t-il réduire ses paroles à cela? Monsieur, s'il vous plaît, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Je ne veux pas d'ennuis. Oh, mais les ennuis sont déjà là, ricana-t-il en posant une main sur sa taille. Sans réfléchir, par pur instinct, Amara le gifla. Un bruit sec et résonnant résonna dans le couloir vide. Collins recula en titubant, le visage tourné, les joues rouges. L'espace d'un instant, le monde se figea. Derrière une colonne, deux autres femmes de ménage, occupées au ménage, haltèrent bruyamment, les mains portées à leur bouche. Le silence se brisa comme du verre brisé. Sale petit rat. Rugit Collins, le visage déformé par la rage. Il s'élança, attrapa le bras d'Amara et la secoua brutalement. Tu crois pouvoir m'humilier? Chez moi? Je vais te détruire. Amara se libéra, tenant bon malgré ses jambes tremblantes. Je ne serai pas ton jouet, dit-elle d'une voix claire et forte. Pas aujourd'hui. Jamais. Ses narines se dilatèrent. Tu es viré. Viré, tu m'entends? Il se tourna vers les deux bonnes qui regardaient au coin de la rue. Toi aussi. Témoin. Dites à tout le monde qu'elle a été licenciée pour faute grave. La servante recula, trop effrayée pour parler. Collins pointa un doigt tremblant vers Amara. Et ne crois pas que tu trouveras du travail ailleurs. Je veillerai à ce que chaque maison, chaque lotissement, chaque commerçant de cette ville sache ce que tu as fait. Tu auras de la chance si tu récures les toilettes publiques. Amara cligna des yeux, les larmes menaçant de couler. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Sans un mot, elle retira son tablier, le plia soigneusement et le posa sur une table d'appoint. Ses mains tremblaient. Son cœur battait la chamade. Mais sa colonne vertébrale resta droite. Alors qu'elle se retournait pour s'éloigner, Collins lui cracha, « Tu regrettes, ma fille. Tu reviendras en rampant. » Amara ne se retourna pas. Elle traversa le grand hall, passant devant les statues polies et les lustres en cristal, devant le luxe qu'elle avait servi sans jamais le toucher. Chaque pas qui l'éloignait de ce monde lui donnait l'impression de se libérer de chaînes invisibles. L'air nocturne était froid et mordant lorsqu'elle sortit dans l'obscurité. Elle n'avait ni argent, ni toit, ni protection. Seulement les vêtements légers qu'elle portait, un carnet rempli de rêves et un cœur qui avait enfin dit. Plus jamais. Les portes du domaine Harrington se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd et métallique, comme un point d'exclamation final à un chapitre de sa vie. Un instant, Amara resta là, tremblante, les yeux fixés sur les étoiles disséminées dans le ciel noir. L'immensité du monde la serrait contre elle, à la fois terrifiante et exaltante. Un sanglot tenta de s'échapper de sa poitrine, mais elle le ravala. Tu es bien plus que ce qu'on disait. Tu es bien plus que ce qu'il te faisait ressentir.
Elle serrait son petit carnet contre sa poitrine, les pages flottant légèrement au vent. Un jour, elle murmura dans la nuit. Un jour, tout cela ne sera plus qu'une histoire à laquelle j'ai survécu. Et c'est ainsi que, pieds nus et tremblante, mais brûlante d'une fierté nouvelle et féroce, Amara s'est mise en route. Vers l'inconnu. Vers son avenir. La nuit enveloppait Amara comme une couverture cruelle, humide, froide et impitoyable. La pluie tombait du ciel, nettoyant les rues de la ville des saletés de la journée, mais la laissant pieds nus dans les flaques d'eau, trempée jusqu'aux os. Sa robe fine lui collait à la peau. Ses cheveux, autrefois soigneusement tressés, collaient maintenant à son front en mèches humides. Elle se serrait fort contre elle, clignant des yeux sous les aiguilles acérées de la pluie. Chaque pas la faisait patauger dans l'eau boueuse, ses pieds couverts d'ampoules à vif. Est-ce la fin, pensa-t-elle amèrement. Est-ce là que mon histoire s'arrête? Licencié, ruiné et oublié, tout ça parce que j'ai osé me lever. Les lumières vives de la ville se transformèrent en halo dans sa vision larmoyante. Le luxe qu'elle avait autrefois nettoyé et poli était désormais à des années-lumière. Elle n'était plus qu'un point humide et tremblant, redevenu invisible. Un moteur de voiture rugit derrière elle. Instinctivement, elle se rapprocha du bord de la route, se protégeant des bras. Mais un instant plus tard, une grosse voiture noire de luxe, de celle que seuls les millionnaires conduisaient, la dépassa trop près, projetant une vague d'eau boueuse dans les airs. Amara halta, trébuchant en arrière, trempée encore davantage par l'eau sale. Et, cria-t-elle faiblement après la disparition de la voiture, mais sa voix se perdit dans la pluie. À sa surprise, les feux stop de la voiture clignotèrent au rouge. Il ralentit, puis fit marche arrière rapidement, s'arrêtant juste à côté d'elle. La portière arrière s'ouvrit brusquement et un homme en sortit. « Ça va » cria-t-il par-dessus la pluie, l'inquiétude se lisant sur son beau visage. Il était grand, avec des cheveux noirs lissés en arrière à cause de la pluie, et des yeux perçants et intelligents qui semblaient tout voir à la fois. « Oui, je vais bien » murmura Amara en se serrant plus fort. L'homme fronça les sourcils et fit un pas en avant, ses chaussures de cuir de luxe éclaboussant les flaques sans hésitation. « Je suis vraiment désolé, dit-il sincèrement. J'aurais dû être plus prudent. » Sa voix était riche et chaleureuse, transperçant la nuit froide comme une bouée de sauvetage. Amara secoua la tête, évitant son regard. Être trempée et humiliée était déjà assez pénible, elle n'avait pas besoin de la pitié d'un riche inconnu. « Je vais bien, répéta-t-elle en reculant. « S'il te plaît, vas-y. »« Tu trembles » fit-il remarquer en fronçant encore plus les sourcils. « Laisse-moi au moins t'emmener quelque part au sec. » Amara serra le poing. « J'ai dit que ça allait, rétorqua-t-elle, plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Je n'ai pas besoin de charité. » L'homme cligna des yeux, surpris mais pas offensé. Son regard s'adoucit même. « Charité » répéta-t-il, un petit sourire aux lèvres. « Non. Juste la décence humaine la plus élémentaire. » Amara hésita, son corps réclamant de la chaleur, sa fierté criant plus fort. « Personne n'aide gratuitement, murmura-t-elle amèrement. Pas dans cette ville. » Pendant un instant, aucun d'eux ne parla, seule la pluie tambourinait sur le toit de la voiture, le grondement lointain du tonnerre. L'homme l'observa, la robe usée, les pieds nus, la fierté féroce et blessée qui brûlait dans ses yeux. Il y reconnut quelque chose. Quelque chose de rare. Quelque chose de réel. Il tendit la main, paume vers le haut. Sans pression. Aucune demande. Juste une offrande. « Je m'appelle Lucas, dit-il doucement. Ni un monstre, ni un piège. Juste quelqu'un qui déteste voir souffrir les bonnes personnes. » Amara fixa sa main un long moment, les gouttes de pluie rebondissant sur sa peau comme des perles d'argent. Ses doigts tressaillirent, désirant ardemment tendre la main, accepter chaleur, sécurité, soulagement. Mais finalement, elle serra plus fort ses bras et secoua la tête. « Je dois continuer à marcher, dit-elle doucement. Mais merci. De t'être arrêté. » Lucas hocha lentement la tête, respectant sa décision. « Où vas-tu » demanda-t-il. Amara émit un petit rire sans humour. « Partout où la pluie ne suit pas. » Lucas sourit tristement. « Elle suit partout, parfois. » Il recula, lui laissant de l'espace. « Prends au moins ça, dit-il en ôtant son long manteau noir et en le lui tendant. Amara secoua fermement la tête. « Je ne peux pas te payer, dit-elle. Je ne te dois rien.
Tu ne me dois rien, dit Lucas. Mais fais comme tu veux. Il posa le manteau sur le capot de la voiture, là où il ne toucherait pas le sol, au cas où elle changerait d'avis, et retourna à l'intérieur. Alors que le moteur redémarrait, Lucas baissa la vitre une dernière fois. « Prends soin de toi, maman, cria-t-il. Puis il disparut, la voiture de luxe se fondant dans la brume, ne laissant derrière elle que la douce lueur du manteau oublié. Amara resta là, la pluie lui trempant la peau jusqu'à ce qu'elle ne sente plus ses orteils. Elle fixa le manteau. Puis, lentement, elle le prit, le serrant comme un objet précieux. Il était chaud. Ça sentait légèrement le cèdre et quelque chose de propre, de sûr. Lucas. Le nom s'imprégnait dans son esprit comme un caillou tombé dans l'eau profonde. Elle serra son manteau contre elle, leva le menton pour se protéger de la pluie et continua de marcher, pieds nus, tremblante, mais avec une étrange force nouvelle qui lui emplissait la poitrine. Quelque part au loin, les lumières de la ville vacillaient. Quelque part, au-delà de la douleur de ce soir-là, son histoire n'était pas encore terminée. Et loin derrière elle, assis au volant de la voiture de luxe, Lucas Harrington l'observait dans le rétroviseur, une étrange tension dans la poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. « Qui es-tu, petite combattante » pensa-t-il. « Et pourquoi ai-je l'impression de n'avoir rencontré personne de vrai depuis très longtemps ?» Tandis que la pluie engloutissait la silhouette d'Amara, Lucas fit une promesse silencieuse. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il croiserait la route de la jeune fille qui refusait d'être sauvée. Le domaine Harrington, d'ordinaire un lieu de routine soignée et de murmures étouffés, vibrait d'une tension nerveuse le lendemain matin. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. C'était le propriétaire lui-même qui venait. Pas M. Collins, ni les contremaîtres. Lucas Harrington, le véritable maître du manoir, le jeune PDG rarement vu par le personnel ordinaire, avait annoncé une inspection inopinée. Les femmes de chambre se sont précipitées pour dépoussiérer les rampes déjà impeccables. Les jardiniers ont taillé les haies avec frénésie. Les cuisiniers polirent l'argenterie jusqu'à ce que leur reflet grimace. Même la gouvernante, Madame Primrose, qui terrorisait habituellement tout le monde, paraissait pâle et agitée. Monsieur Collins, en revanche, semblait satisfait. Du calme, aboya Théil aux servantes tremblantes. Le patron ne se soucie que des apparences. Tout ira bien tant que personne ne parle plus. Il redressa sa cravate devant un miroir, adressant à son propre reflet un sourire aux dents jaunes. Mais au fond de lui, même lui ressentait une pointe de malaise. Quelque chose dans la visite soudaine de Lucas Harrington, sans secrétaire, sans avertissement, sentait le danger. À midi, une élégante voiture noire s'engagea dans la grande allée du domaine. 2 agents de sécurité en sortirent les premiers, scrutant les alentours, suivis de Lucas lui-même, vêtu d'un costume sombre, se déplaçant avec une autorité naturelle. Il paraissait plus jeune que beaucoup ne l'avaient imaginé. Beau. Regard perçant. Mais il dégageait une puissance tranquille. Il franchit les portes massives en chaîne sans attendre que quiconque l'annonce. Dans le hall principal, le personnel s'était rassemblé en 2 rangs nerveux. Collins s'avança précipitamment, un large sourire faux. « Monsieur Harrington, bienvenue » s'exclama-t-il en s'inclinant légèrement. « Quel honneur, monsieur. Si seulement nous avions su que vous viendriez. » « Je ne voulais pas que tu le saches » l'interrompit Lucas d'une voix rauque et dangereuse. Le sourire de Collins se figea au milieu de sa phrase. Lucas scruta la pièce avec une précision glaciale. Ses yeux perçants et calculateurs, semblaient tout voir, les sourires faux, les poings serrés, la peur cachée. « J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident hier soir, » dit Lucas, sa voix résonnant sur le sol de marbre comme une lame. Un silence plus lourd que la pierre s'abattit sur la pièce. Collins s'éclaircit bruyamment la gorge. « Un petit problème, monsieur. Une domestique, une nouvelle, à peine formée, avait dépassé les bornes. Rien dont tu doives te préoccuper. » Lucas inclina légèrement la tête. « Hors sujet » répéta-t-il doucement. « Expliquez. » Collins s'est enflé d'orgueil. Elle a attaqué son supérieur. Insubordination flagrante. Bien sûr, je l'ai renvoyé immédiatement. Lucas tapota une fois du doigt le côté de sa jambe, comme s'il réfléchissait. « Et qu'est-ce qui l'a poussé à attaquer » demanda-t-il d'une voix grave. « Le rapport de maman parmi les servantes. » Le regard de Collins s'éclaira nerveusement. « Certaines personnes ne supportent pas la discipline, dit-il avec un sourire narquois.
Les filles du village. Elles sont sauvages. Un sourire glacial éclaira les lèvres de Lucas. Je vois. Il tourna le dos nonchalamment, comme s'il avait fini, puis, sans prévenir, se retourna brusquement. Apportez-moi son dossier, ordonna-t-il. Collins hésita. Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Va Y, répéta Lucas d'une voix neutre. Collins s'enfuit et revint quelques minutes plus tard avec un dossier fin et presque vide. Lucas l'ouvrit. Nom, Amaragnoni. Fonction, femme de ménage. Statut, licencié. Motif, agression. Aucun avertissement. Aucun antécédent judiciaire. Aucune remarque. Lucas a classé le dossier. Allez chercher les 2 servantes qui ont été témoins, a-t-il ordonné. Le visage de Collins pâlit légèrement, mais il obéit. Bientôt, 2 jeunes servantes furent introduites, tremblantes, les yeux écarquillés. Lucas s'approcha d'elle avec douceur. « N'aie pas peur, dit-il doucement. Je ne suis pas là pour punir la vérité. Seulement pour l'entendre. » Les filles échangèrent un regard. L'une d'elles, une petite fille nommée Nia, prit la parole la première. Elle n'attaqua pas, monsieur. Monsieur Collins a essayé de la toucher. L'autre servante a hoché la tête avec force. Elle s'est seulement défendue. Elle n'éleva même pas la voix. Elle le gifla et s'enfuit. Lucas serra les dents. Il se tourna lentement vers Collins. Tu as oublié cette partie. Collins balbutia, il mente. Elle les a manipulés, elle. Lucas leva la main, le réduisant au silence. Vous êtes directeur ici depuis 5 ans, n'est-ce pas, Collins? Eh bien oui, monsieur. En 5 ans, combien de jeunes domestiques sont venus et repartis? Collins était choqué. C'est un travail difficile. Elles ont démissionné. Le regard de Lucas s'assombrit. Non, dit-il froidement. Ils n'abandonnèrent pas. Ils ont été chassés. Par toi. Il sortit une fine tablette noire de sa veste. Sur l'écran, une longue liste de plaintes, de lettres anonymes, d'avertissements chuchotés, de démissions discrètes, toutes enterrées, toutes ignorées. J'ai demandé à mon équipe juridique de vérifier les dossiers hier soir, dit Lucas d'une voix douce. Voyez-vous, quand quelqu'un ose se lever, même une claque dans un couloir, ça met la poussière au grand jour. La bouche de Collins s'ouvrit et se referma comme un poisson en manque d'air. Lucas lui adressa un sourire glacial. Tu es viré, dit-il simplement. Immédiatement affectueux. Collins resta bouche bée. C'est impossible. Je viens de le faire. 2 agents de sécurité se sont avancés. Collins a hurlé, rougissant. Tu vas le regretter. Tu es en train de jeter un homme loyal. Je suis en train de jeter une maladie, dit Lucas d'un ton glacial. Il se tourna vers le personnel rassemblé. À partir de maintenant, si quelqu'un vous maltraite, quel qu'il soit, signalez-le-moi directement. Vous serez entendu. Tu seras respecté. Des gaz et des murmures emplirent la pièce. Certains essuyèrent des larmes silencieuses. Lucas prit une inspiration. Maintenant, dit-il d'une voix plus douce, dis-moi où je peux trouver la fille qui a eu le courage de riposter. Les 2 compagnons échangèrent un regard incertain. Nia a parlé avec brio. Elle a été jetée dehors hier soir, monsieur. Sous la pluie. Le visage de Lucas se crispa. Il se tourna brusquement vers son assistant. Envoyez des chauffeurs. Fouillez chaque abri, chaque rue, chaque recoin de la ville. Trouvez-la. L'assistant hocha la tête et s'éloigna précipitamment. Lucas marqua une pause, puis ajouta à voix basse, trouve-la avant que le monde ne lui brise le cœur. Il regarda une fois de plus l'espace vide près de la porte, comme s'il s'attendait à voir Amora entrer d'un instant à l'autre. Et même s'il ne la connaissait pas encore, pas vraiment. Au plus profond de lui-même, il le savait. Il n'aurait de cesse qu'elle ne soit en sécurité. Jusqu'à ce qu'il répare ce qui avait été injustement commis. Jusqu'à ce que la jeune fille qui avait osé s'en prendre à l'injustice comprenne qu'elle n'était plus seule. L'odeur du maïs grillé sur une pâte frite emplissait l'étroite ruelle, se mêlant à la fumée qui s'échappait des plaques de cuisson ouvertes. Les enfants couraient d'un étal à l'autre, et le bavardage des vendeurs ambulants flottait dans l'air humide de l'après-midi. Debout derrière une table rouillée,
Amora retournait des morceaux de poisson pané dans une poêle grésillante. De l'huile giclait sur ses bras, mais elle ne le remarqua presque pas. Son esprit flottait ailleurs, vers une vie dont elle osait à peine se souvenir. Une vie de sol en marbre, de lustre doré et d'humiliation. 2 assiettes de plus, et la propriétaire du stand, une femme bourrue à qui il manquait 2 dents de devant. Amora hocha vivement la tête, essuyant son front en sueur avec sa manche. Elle ne se plaignit pas. Elle ne pleura pas. Il valait mieux travailler dur que d'attendre des miracles qui n'arriveraient jamais. Elle ne vit pas l'élégante voiture noire s'arrêter au bord du trottoir. Elle ne remarqua pas l'homme bien habillé qui en descendait, flanqué d'un chauffeur et d'un assistant. Ce n'est que lorsqu'elle entendit soudain un bruit étouffé parmi les vendeurs voisins. Les têtes se tournèrent. Les gens chuchotèrent. « Qui est-ce » murmura un vendeur en ajustant nerveusement sa casquette. Amora suivit leur regard et faillit laisser tomber une livre de ses mains. Lucas. Debout là, le même homme qui lui avait offert un manteau sous la pluie. Le même homme dont la gentillesse avait été un étrange baume dans une nuit agitée. Maintenant, il paraissait encore plus imposant, son costume impeccable, sa présence impossible à ignorer. Et il marchait droit vers elle. Amora s'essuya les mains contre sa jupe, le cœur battant. Il s'arrêta devant un humble étal, une odeur âcre d'huile de friture flottant étrangement dans l'air. Pendant un instant, personne ne dit mot. Puis, Lucas fit quelque chose qui stupéfia toute la rue. Il inclina légèrement la tête vers elle. « Je te dois des excuses, dit-il d'une voix claire et posée. Pour ce que ma maison, mes employés, t'ont fait. » Amora cligna des yeux, stupéfaite. Avait-elle bien entendu? Certains vendeurs à proximité s'exclamèrent ouvertement. Quelques clients laissèrent tomber leur nourriture. Lucas continua, totalement sincère. Tu méritais mieux. Tu méritais protection. Dignité. Respect. Amora secoua lentement la tête, incapable de retrouver sa voix. Il sourit doucement. Et si vous le souhaitez, dit-il, j'aimerais vous offrir un poste. Bien rémunéré et sûr. Respecté. Il fouilla dans sa veste et en sortit une simple enveloppe couleur crème. À l'intérieur se trouvait une lettre d'offre, avec des chiffres de salaire qui faisaient frémir Amora. Le papier tremblait légèrement dans sa main. Mais croissa-t-elle, retrouvant enfin sa voix, pourquoi ferais-tu ça? Lucas la regarda dans les yeux, ses yeux gris orage, profonds, emplis de quelque chose de plus puissant que la pitié. Parce que tu as fait preuve de plus de courage que tout le manoir, plein de lâches, dit-il simplement. Parce que tu m'as rappelé ce que ma grand-mère disait toujours, la vraie force se cache dans l'humilité. Amora déglutit difficilement. Elle balbutia. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas obligé de dire oui, ajouta rapidement Lucas, sentant son hésitation. Tu ne me dois rien. Il hésita une demi-seconde. Puis il ajouta, presque timidement. Il y avait encore une chose. Le cœur d'Amora s'arrêta de battre. Lucas fouilla à nouveau dans sa poche, mais cette fois, pas pour y chercher des papiers. Un petit coffret en velours. Il l'ouvrit, révélant une simple bague en or, sans diamant voyant, sans richesse criarde. Juste une promesse pure et discrète. Amora le fixa, figé. Une vendeuse de bananes plantain poussa un cri perçant et porta ses mains à sa bouche. Vanda se pencha en avant, les yeux écarquillés. Était-ce réel? Lucas s'éclaircit la gorge, paraissant presque enfantin pour la première fois. Ma grand-mère, dit-il doucement, était la seule famille que j'ai jamais eue. Avant de mourir, elle m'a fait promettre d'épouser une femme de caractère. Ni la richesse, ni la beauté, mais l'esprit. Il sourit faiblement. J'ai ignoré ce conseil, jusqu'à ce que je te voie affronter l'injustice sans crainte. Ce souvenir fit rougir Amora d'un étrange mélange de fierté et de gêne. Lucas s'agenouilla dans la rue sale, indifférent aux douves, au bruit, aux fantômes scandalisés. Tu n'es pas obligé de m'aimer aujourd'hui, dit-il. Tu n'es pas obligé de dire oui à ce que tu ne veux pas. Mais si vous voulez bien nous donner une chance, je serais honoré d'être à vos côtés. La gorge d'Amora se serra. Ce devait être un rêve. Une farce cruelle. Un test qu'elle était sûre d'échouer. Ses mains tremblaient autour de l'enveloppe. Je ne suis qu'une bonne, murmura-t-elle. Lucas ricana, un rire chaleureux et riche qui lui fit mal à la poitrine. Tu n'es pas n'importe quoi, dit-il.
ta force, ton feu. Tu es tout ce qu'ils ne peuvent ni acheter ni falsifier. La foule attendait, essoufflée. Les enfants jetaient un coup d'œil par-dessus les jupes de leur mère. Les vendeurs serraient leurs tabliers avec excitation. Amora observait la rue sale, l'épicerie délabrée, l'incrédulité se lisant sur tous les visages. Et pourtant, quand elle regardait Lucas, elle ne voyait pas de moquerie. Elle voyait de l'espoir. Un espoir brut, sans phare. Les larmes brouillaient sa vision. « Je n'appartiens pas à ton monde », dit-elle d'une voix brisée. « Je ne saurais même pas comment agir. » Lucas se leva lentement, glissant la bague dans sa poche sans pression. « Mon monde est là où tu es », dit-il doucement. « Et si tu m'as, nous en construirons un nouveau, ensemble. » Pendant un long moment, la pluie menaça à nouveau, de grosses gouttes lourdes s'écrasant sur le trottoir fissuré. Puis Amora sourit, toute petite, tremblante, et hocha la tête. « Ah, réfléchis Y, dit-elle d'une voix tremblante. Lucas sourit. « C'est tout ce que je demande. » Il lui tendit une carte de visite. « Appelle-moi quand tu seras prête. » Sans un mot de plus, il se retourna et retourna vers sa voiture, laissant derrière lui un silence stupéfait. Alors que la portière se refermait et que le moteur ronronnait, Amora serra l'enveloppe contre sa poitrine, les gouttes de pluie se mêlant aux larmes sur ses joues. Au-dessus d'elle, les lumières de la ville s'allumèrent, telles des étoiles s'éveillant juste pour elle. Et pour la première fois depuis très longtemps, Amora osait espérer. Le quartier Harrington se transforma du jour au lendemain. Là où autrefois les servantes se déplaçaient silencieusement et où les nobles riaient cruellement, désormais les fleuristes s'activaient, les charpentiers martelaient et les décorateurs drapaient le monde d'ivoire et d'or. Ce serait le mariage de l'année, et les rumeurs circulaient déjà. Une servante. Une fille des rues épousant Lucas Harrington. Ce devait être une opération caritative élaborée. Mais Lucas Harrington s'en fichait. Pas le moins du monde. Dans une luxueuse cabine d'essayage, Amora était assise, raide, tandis que les stylistes s'activaient autour d'elle, lui tirant les cheveux et lui appliquant des poudres dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom. « Tu as de la chance », dit l'une des stylistes, une femme élégante aux ongles pointus. « N'importe quelle fille tuerait pour être à ta place. » Amora ne dit rien. Ses mains étaient jointes fermement sur ses genoux, son regard fixé sur la simple bague en argent que Lucas lui avait offerte, non pas celle dégoulinante de diamants qu'il lui avait offerte, mais celle qu'elle avait choisie. La styliste lui tendit un diadème scintillant. « Je préfère le foulard », dit doucement Amora en le repoussant délicatement. Le silence régna un instant. « Mais tu épouses un Harrington », dit la femme, incrédule. Amora sourit, d'un sourire calme et posé. « J'épouse Lucas », corrigea-t-elle. Ni son nom, ni sa fortune. Le styliste en chef fit un petit signe de tête respectueux et prit un simple foulard en soie à la place. Pendant ce temps, le rez-de-chaussée était un océan d'opulence. Des fontaines de champagne. Des pétales pleuvaient du plafond. Les plus belles impressions de la haute société, dans leurs costumes de créateurs et leurs robes scintillantes. Pourtant, sous ce glamour, leurs murmures s'insinuaient comme des serpents. La pauvre, elle va le mettre dans l'embarras d'ici un an. Je parie 1000 fois qu'elle ne sait même pas utiliser la bonne fourchette à dîner. Croyez-moi, il le regrettera. Parmi eux, Monsieur Collins se faufila dans la foule, vêtu d'un costume de location bon marché et affichant un sourire venimeux. Licencié, humilié, ligoté, il ne parvenait toujours pas à se libérer de sa rage. Elle m'a ruiné, pensa-t-il amèrement. Aujourd'hui, je vais la ruiner. La musique s'amplifia. Toutes les têtes se tournèrent vers le grand escalier. Et elle se tenait là. Amora. Vêtue non pas d'une robe de créateur ornée de bijoux, mais d'une simple robe blanche fluide, avec un délicat foulard tissé dans les cheveux. Pas de bijoux, pas de maquillage trop prononcé, juste elle. Une bouffée d'air frais dans une pièce remplie de roses artificielles. Les invités les observaient en murmurant. Certains ricanaient. Certains, à leur grande surprise, sentirent une étrange boule se former dans leur gorge. Car Amora ne marchait ni comme une servante, ni comme une mendiante. Mais comme une reine. Devant l'autel, le cœur de Lucas battait fort. Il la regardait descendre les marches avec une dignité tranquille, chaque pas affirmant qu'elle avait sa place ici, non pas par lignée, ni par richesse, mais par quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait acheter. Du caractère. À son approche, il sourit, de ce sourire qui illumine une pièce.
Mais juste avant qu'Amora ne l'atteigne, une silhouette se dressa sur son chemin Collins. Des exclamations de surprise parcoururent les invités. Que signifie tout cela? Aboya l'un des organisateurs de l'événement. Collins leva la main d'un air théâtral, parodiant le sérieux d'un tribunal. Je m'y oppose, cria-t-il. La foule explosa en murmures. Lucas serra les dents. La sécurité, commença-t-il, mais Collins haussa le ton. Tu ne sais pas qui tu épouses, hurla-t-il en désignant Amora du doigt comme pour l'accuser. Elle n'est rien. Une simple servante. Elle. Avant qu'il puisse dire un mot, Lucas s'avança, le dominant de toute sa hauteur. Oui, dit Lucas d'une voix qui résonnait comme un coup de fouet. C'était une servante. Une servante travailleuse et honorable, une servante dont on essaie de se nourrir comme un lâche. Les murmures se transformèrent en un silence stupéfait. Lucas n'avait pas fini. Et maintenant, dit-il en se tournant vers la foule, c'est elle que je choisis parmi vous, les prétendants. Au-dessus de la richesse, au-dessus des ragots, au-dessus de l'orgueil. Il tendit la main à Amora, dont les yeux brillaient de larmes retenues. Et si quelqu'un ici la méprise, dit Lucas froidement en balayant la pièce d'un regard féroce, alors tu es libre de partir, car tu n'es pas digne de voir à quoi ressemble le véritable amour. Collins, le visage rouge et humilié, tenta de fulminer, mais les agents de sécurité l'encerclaient déjà. Il se débattit tandis qu'ils le traînaient dehors, ses cris de colère s'affaiblissant. Amora resta figée, fixant Lucas comme si elle n'arrivait pas à y croire. Il se tourna vers elle, la voix s'adoucissant. Puis-je avoir l'honneur, Amora? Elle hocha la tête, un sourire tremblant éclairant son visage. Lucas n'attendit pas. Il se pencha et l'embrassa profondément, respectueusement, devant toute la foule. Des applaudissements fusèrent autour d'eux. Non pas des applaudissements polis, mais des applaudissements tonitruants, car même si l'envie empoisonnait certains cœurs, eux aussi devaient l'admettre. Quelque chose de réel se déroulait sous leurs yeux. La cérémonie se poursuivit. Des vœux furent échangés, simples, sincères, comme l'Église l'espérait. Un anneau d'or glissa à son doigt. Un baiser pour sceller une vie. Lorsqu'ils se tournèrent vers la foule, mari et femme, Amora vit le monde différemment. Les femmes riches, avec leurs bijoux scintillants, semblaient soudain petites. Les hommes moqueurs avaient l'air pitoyables. Cela n'avait plus d'importance. Elle avait traversé le feu. Elle avait traversé les tempêtes. Et elle en était ressortie non pas avec des cendres, mais couronnée de grâce. Cette nuit-là, alors qu'il dansait sous les étoiles suspendues entre des piliers de marbre, Lucas lui murmura à l'oreille, « Tu n'es pas entré dans ma vie comme ça, Amora. Tu m'as donné envie de la vivre différemment. » Elle rit doucement, la tête appuyée contre sa poitrine. « Je croyais juste survivre, » murmura-t-elle. « Tu devenais, » dit-il. Ils dansèrent lentement, le monde tournoyant autour d'eux, riche ou pauvre, plus rien n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que, dans un manoir construit pour l'élite, une servante avait épousé un roi et était devenue reine à part entière. Le grand hall du manoir, où Amora évoluait autrefois telle une ombre, était désormais baigné de lumière et de murmures. Des servantes et des majordomes étaient alignés le long des murs, chuchotant nerveusement entre eux. Jamais de leur vie le personnel n'avait été convoqué de manière aussi solennelle. Jamais le maître lui-même, Lucas Harrington, n'avait requis leur présence. Au centre de la salle, sous l'imposant lustre, Lucas se tenait debout, les mains croisées dans le dos, son regard scrutant la foule rassemblée à la recherche d'un seul visage. Amora s'attardait au fond, le cœur battant à tout rompre. Elle agrippait le bas de sa robe simple, souhaitant disparaître dans le marbre. « Pourquoi moi » pensa-t-elle, la panique la submergeant. Puis Lucas prit la parole. « Je vous dois une explication » dit-il d'une voix claire et assurée. Les murmures s'éteignirent instantanément. Lucas continua, marchant lentement. Nombre d'entre vous ont servi cette maison avec loyauté et dignité. Et pourtant j'ai appris récemment que tout le monde ici n'était pas traité avec le même respect. Son regard les balayait, sévère mais juste. Je suis ici aujourd'hui non seulement pour faire des promesses, mais aussi pour montrer l'exemple. Il se retourna et, pour la première fois, tout le monde réalisa qu'il tenait quelque chose de petit dans sa main. Une bague. Des exclamations de surprise parcoururent la salle. Lentement, délibérément, Lucas s'avança vers l'arrière. Et s'arrêta juste devant Amora. Elle se figea.
Tous les regards du manoir se tournèrent vers elle. Ses genoux fléchirent. Ses paumes devinrent glissantes. Amora Gnoni, dit Lucas, d'une voix douce mais puissante. Tu as fait preuve de courage quand les autres se cachaient. Tu as fait preuve de dignité quand les autres s'inclinaient. Il s'agenouilla, là, sur le sol en marbre poli. Amora en eut le souffle coupé. Je ne te fais pas la charité, dit-il doucement. Je t'offre mon cœur. Ma vie. Veux-tu m'épouser? La salle était silencieuse. Pas de souffle, pas de murmure, pas de mouvement. Seul le battement de cœur d'Amora résonnait à ses oreilles. Elle le fixait, lui, l'homme qui l'avait vu au plus bas, et pourtant la traitait comme une reine. Et pourtant, la peur la rongeait. Je suis juste. Elle commença, la voix tremblante, je ne suis qu'une bonne. Lucas sourit, un sourire qui la fit fondre au plus profond d'elle-même. Non, dit-il. Tu es la femme qui m'a appris à reconnaître la vraie force. Des larmes montèrent aux yeux d'Amora, brouillant la lumière dorée qui l'entourait. Mais qu'en est-il d'elle? Murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au bâton de choc, au jugement sur certains visages. Et le monde? Lucas tendit la main et prit sa main tremblante dans la sienne. Qu'il murmure, dit-il simplement. On va leur donner un sujet de conversation. Une larme coula sur la joue d'Amora, mais ce n'était pas de tristesse. C'était de croire, pour la première fois, que peut-être, juste peut-être. Il était suffisant. Je le ferai, murmura-t-elle. La salle s'exclama de stupeur, puis d'applaudissements prudents, puis d'applaudissements nourris lorsque Lucas glissa la simple bague à son doigt. Pas un diamant tapa à accent grave l'œil. Pas une couronne. Une promesse. La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Le milliardaire Matteo Mari a fait la une des journaux. De la misère à la richesse. Lucas Harrington est-il fou? La haute société s'en est donnée à cœur joie. Entre coupes de champagne et ongles manucurés, il ricanait. Il ruine sa lignée. Elle va le mettre dans l'embarras d'ici une semaine. Regarde, il va reprendre ses esprits. Mais Lucas n'a pas hésité. Pas une seule fois. Il assistait à chaque conférence de presse avec Amora à ses côtés. Il la présentait fièrement à chaque événement. Il lui tenait la main comme le plus précieux des bijoux. Et chaque fois que quelqu'un ricanait, il souriait un peu plus largement, défiant le monde de le lui dire en face. Les préparatifs du mariage commencèrent à un rythme effréné. Les organisateurs se dépêchèrent. Les fleuristes se disputaient les compositions florales. Les créateurs se chamaillaient à propos des robes. Mais malgré tout, Amora gardait son calme. Elle a choisi une robe simple, blanche et fluide, modeste, élégante, ornée de délicates broderies cousues à la main, clin d'œil à ses racines villageoises. Pas de diamants. Pas de traîne imposante. Pas de couronne scintillante. Juste elle. Je n'ai pas besoin de ressembler à une reine, dit-elle à Lucas un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble à regarder le coucher de soleil depuis le balcon du manoir. Tu le hais déjà, dit-il simplement en lui serrant la main. Elle rit en essuyant une mèche de son visage. Tu es partial. Je suis amoureux, corrigea Théil. Il y a une différence. Le jour du mariage s'est levé clair et net. Les jardins Harrington, habituellement réservés aux galas exclusifs, étaient fleuris de milliers de roses blanches. Des invités en robes chatoyantes et costumes sur mesure remplissaient les sièges, s'éventant avec des programmes brillants. Des murmures flottaient dans l'air. D'où vient-elle déjà? J'ai entendu dire qu'elle avait dormi un jour dans le grenier d'une servante. C'est honteux. Amora se tenait à l'entrée de l'allée, le cœur battant, le souffle court. Puis elle sentit une main sur son épaule. C'était la mère de Lucas, une femme de pierre connue pour sa langue acérée, qui la regardait avec une chaleur surprenante. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, dit-elle doucement. Amora déglutit difficilement. Je sais. La vieille femme sourit. Bien. Marche droit, mon enfant. Tu vas leur donner une bonne leçon. Amora ravala ses larmes et fit son premier pas. La musique s'amplifia. Les invités se levèrent. Et elle était là. Simple. Rayonnante. Fort. Lucas se tenait devant l'autel, les yeux fixés sur elle, un sourire aux lèvres. Lorsqu'elle le rejoignit, il se pencha légèrement et murmura.
tu es la plus belle chose que cette maison ait jamais vue. Et soudain, les murmures, les jugements, les ricanements, tout s'estompa. Il ne restait plus que deux, debout ensemble face au monde. Les portes dorées du domaine Harrington s'ouvrirent sur un nouveau chapitre. Amora les franchit, non pas en servante, ni en invitée, mais en Madame Lucas Harrington. Pourtant, à chaque pas sur le sol de marbre étincelant, elle sentait le poids de 1000 regards invisibles se presser contre son dos. Elle avait désormais sa place. Et pourtant, à bien des égards, ce n'était pas le cas. Lors de galas et d'événements caritatifs, Amora apprit rapidement l'art subtil de la guerre sociale. Les épouses et les filles riches souriaient, les lèvres peintes, mais aigrissaient leurs mots comme des poignards derrière leur téléphone. « Oh, ma chérie, tu es adorable dans cette robe simple. » Tellement authentique, ronronnait une femme lors d'un déjeuner. Un autre s'est penché et a murmuré, assez fort pour que beaucoup l'entendent. « J'imagine que nous avons tous nos petits moments de Cendrillon. » Certains ont simplement abusé de leur hospitalité. Amora sourit poliment, cachant sa douleur derrière son peigne. Elle ne répliqua pas par des insultes. Elle résista en restant inébranlablement elle-même. Un soir, alors qu'elle et Lucas assistaient à un gala prestigieux dans un hôtel aux colonnes de marbre, les murmures se firent entendre. Une ancienne maîtresse de Lucas, une héritière blonde aux oreilles ornées de diamants scintillants, les coinça près du piano à queue. « Lucas, mon chéri » roucoula-t-elle en lui touchant le bras d'un air trop familier, « tu regrettes sûrement les vraies conversations. » Amora sirotait son jus d'orange, feignant d'admirer un tableau. Mais Lucas retira doucement la main de la femme, d'une voix froide. « Je n'ai jamais eu de meilleure conversation de ma vie, » dit-il en lançant à Amora un regard qui fit fondre la salle. L'héritière rougit, les lèvres crispées de frustration. Lucas sourit gentiment et ajouta, « L'intelligence, le cœur et la beauté. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. » L'héritière s'éloigna, furieuse. Amora rit doucement. « Tu aimes te faire des ennemis » la taquina-t-elle tandis qu'elle sortait prendre l'air dans le jardin. Lucas haussa les épaules. « J'aime juste te rassurer. » Elle lui toucha légèrement la main. « Tu le fais » murmura-t-elle. Et elle le pensait. Pourtant, les regards moqueurs, les rumeurs cruelles, les murmures incessants laissaient un goût amer dans la bouche d'Amora. « Il doit y avoir d'autres filles comme moi, pensa-t-elle. Des filles qui travaillent dur, méprisées, qui rêvent de plus. » Une nuit blanche, assise près de la fenêtre, elle contempla les lumières infinies de la ville et murmura à voix haute. « Je veux faire quelque chose. Pas seulement survivre ici. Pas seulement porter de jolies robes et sourire. » Lucas se redressa et se frotta les yeux. « À quoi penses-tu » demanda-t-il, la voix lourde de sommeil. Amora se retourna, le regard brillant de détermination. « Je veux créer une fondation, dit-elle à bout de souffle. Pour les femmes de ménage. Pour les femmes de ménage. Pour les travailleuses qui rêvent de plus, mais qui n'ont personne pour les aider. » Lucas sourit lentement, la fierté illuminant son visage. « Dis-moi tout, dit-il. » Et elle l'a fait. Elle a parlé jusqu'à l'aube de bourses, de refuge pour les travailleuses maltraitées, de cours de couture et de leçons de commerce pour les villageoises en quête d'avenir. Lucas l'a écouté sans l'interrompre, hochant la tête, posant des questions, prenant des notes. Au matin, la fondation Amora Gnoni était née, dans les idées, sinon sur le papier. Au cours des mois suivants, Amora s'est investie à fond dans son travail. Tandis que les femmes de la haute société achetaient de nouveaux sacs à main et planifiaient des vacances de luxe, Amora passait ses journées à visiter des orphelinats, à interviewer des enseignants et à négocier des places pour des centres de formation. Elle refusait d'utiliser le nom ou la fortune de Lucas pour ouvrir des portes. « Je veux que ce soit réel », insistait-elle. Pas de charité. Pas de pitié. Lucas respectait cela. Il restait discret, finançant secrètement des bâtiments, des fournitures, des transports, mais ne lui volait jamais la vedette. Lorsque les membres du conseil d'administration ont demandé comment une si jeune femme avait bâti un réseau aussi puissant, Amora a simplement souri et répondu « La gentillesse est aussi une valeur ». Le jour du lancement officiel de la fondation, la grande salle de bal du domaine était bondée. Les journalistes se pressaient autour d'eux, prenant des photos. Les invités admiraient les affiches présentant des exemples de réussite, des jeunes femmes passées du nettoyage de chambre à la gestion d'entreprise. Amora se tenait à la tribune, vêtue d'une simple robe bleu marine, les mains fermement posées sur le micro. « J'étais autrefois invisible », commença-t-elle.
Une servante au rêve trop grand pour ses moyens. Une mère traversa la foule en courant. Je sais ce que c'est que de servir un monde qui refuse de vous voir. Je sais ce que ça fait d'être jugé sur ses origines plutôt que sur qui on est. Elle leva le menton. Mais je sais aussi que la dignité ne s'achète pas. Les rêves ne peuvent être anéantis. Et la force, la vraie force, n'a pas besoin de gants de soie ni de couronne d'or. Sa voix était claire et assurée. Cette fondation existe pour rappeler à chaque jeune fille oubliée qu'elle est née pour s'épanouir. Les applaudissements ont fait trembler le lustre au-dessus de sa tête. Lucas, debout au fond de la salle, la regardait, les larmes aux yeux. Voilà, pensa-t-il, pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. Ce soir-là, bien après le départ du dernier invité et la fin du flash, Lucas et Amora étaient assis ensemble sous les étoiles, sur le balcon de pierre. Amora appuya sa tête sur son épaule. « Merci, murmura-t-elle. »« Pourquoi » demanda-t-il, sincèrement perplexe. « Pour avoir cru en moi, dit-elle. Première, avant tout le monde. » Lucas se tourna et l'embrassa sur le sommet de la tête. « Je n'ai pas cru en toi avant tout le monde, murmura-t-il. J'ai juste vu ce que tu étais déjà. » Ils restèrent assis là, silencieux, enveloppés par la fraîcheur de la nuit. Et sans même avoir besoin de le dire, ils le savaient tous les deux. Leur mariage n'était pas fondé sur les apparences ou la richesse. Il était fondé sur le respect. Une mission commune. Un amour forgé par le feu et la foi. Ensemble, ils ne vivaient pas qu'un conte de fées. Elle construisait un avenir. Pas seulement pour elle-même. Mais pour toutes les filles à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Un an plus tard, la ville était en effervescence. Des banderoles étaient accrochées à chaque lampadaire. Félicitations à la Fondation Amora Agnoni, lauréate du prix national. Les journaux ont fait les gros titres. De femme de ménage à militante, la femme qui a changé la nation. Et ce soir, au plus grand palais des congrès de la capitale, Amora était honorée. Derrière l'épais rideau de velours, Amora tremblait légèrement. Non plus de peur, mais d'émerveillement. Elle lissa le devant de sa simple robe émeraude et jeta un coup d'œil dans le miroir. La jeune fille qui se cachait autrefois dans les quartiers des domestiques avait disparu. Devant elle se tenait une femme, forte, radieuse, inébranlable. Lucas apparut derrière elle, ajustant le nœud de sa cravate. Il croisa son regard dans le miroir et sourit. « Vous êtes prête, Madame Harrington » la taquina-t-il doucement. Elle rit doucement. « Non, admit-elle. Mais j'irai quand même. » Lucas se pencha et déposa un baiser sur sa tempe. « Tu as déjà vécu des moments plus effrayants » murmura-t-il. Amora sourit, la nervosité cédant la place à la fierté. La voix du présentateur retentit derrière le rideau. « Accueillez Amora Harrington, la fondatrice et figure emblématique de la Fondation Amora Agnoni. » Le rideau s'ouvrit. Amora est entrée dans la lumière. La foule s'est levée pour une ovation retentissante. Des hommes politiques influents. Hommes d'affaires d'élite. Célébrités. Femmes ordinaires qui travaillent, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire. Merci, Amora. L'espoir a un nom. Amora s'avança vers le podium, le cœur si gonflé qu'il lui faisait mal. Le micro crépita doucement lorsqu'elle commença. Il y a un an, dit Amora d'une voix ferme, j'étais sous la pluie, licenciée, humiliée, seule. Des murmures de reconnaissance parcoururent l'auditoire. Je n'étais qu'une domestique, continua-t-elle. Invisible. Jetable. Elle marqua une pause, laissant les mots s'installer profondément dans leur cœur. Mais ce qu'ils ignoraient, dit-elle d'une voix de plus en plus forte, c'est qu'en moi vivaient des rêves trop tenaces pour mourir. Les applaudissements fusèrent. Je ne suis pas né riche. Je ne suis pas né privilégié. Mais je suis né digne. Et je suis né avec le feu. Les applaudissements redoublèrent. Et aujourd'hui, dit-elle en souriant à travers les larmes qui lui montaient aux yeux, je suis ici non pas parce que j'ai changé qui j'étais, mais parce que j'ai refusé de croire que je n'étais pas à la hauteur. La salle entière résonna d'applaudissements, d'acclamations et de sifflets. Lucas, debout au bord de la scène, la regardait avec émerveillement. Comme s'il assistait à un lever de soleil qu'il ne pourrait jamais pleinement mériter. Amora leva le trophée de cristal bien haut au-dessus de sa tête. Ceci, dit-elle d'une voix claire, appartient à toutes les filles à qui on a dit qu'elles ne pouvaient pas.
À toutes les servantes qui rêvaient de plus. Toutes les âmes qui ont choisi le courage plutôt que le confort. Les acclamations résonnaient dans les lustres scintillants. Plus tard, sous le ciel noir et velouté parsemé d'étoiles, Lucas la trouva appuyée contre la balustrade d'un balcon, serrant le prix contre sa poitrine. « Toi, dit-il en passant un bras autour de sa taille, tu es quelqu'un d'exceptionnel. » Amora rit doucement. « Tu crois que les servantes du manoir croiront un jour ça ?» Lucas sourit. « Ils disent déjà à tout le monde qu'ils ont toujours su que tu étais spécial. » Elle secoua la tête, appuyée contre son torse. Un silence confortable les enveloppa. Puis, murmura Lucas, la voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas giflé un homme comme ça ce soir-là, Amora. » Elle releva la tête, curieuse. Il sourit et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu as ouvert une toute nouvelle vie. Pour nous deux. » Amora cligna des yeux, les mots s'enfonçant au plus profond de son cœur. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais elles ne coulèrent pas. Elles brûlèrent, chaudes et intenses, comme les premières lueurs de l'aube. Soudain, des feux d'artifice jaillirent dans le ciel, éclatantes explosions d'or, d'argent et de pourpre. La foule en contrebas halta. Lucas l'attira doucement vers lui. « Puis-je avoir cette danse, Madame Harrington » murmura-t-il. Amora rit à travers ses larmes. « Vous pouvez. » Et là, sous les étoiles qui explosaient, au milieu de 1000 rêves devenus réalité. Ils dansaient. Pas d'orchestre. Aucune musique, si ce n'est le battement de leur cœur. Une servante devenue reine. Un homme qui a retrouvé son âme. Une histoire d'amour écrite non pas par le destin, mais par le courage, la gentillesse et le refus de se plier aux préjugés. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner pour découvrir d'autres aventures inspirantes.